Donc voilà, aujourd'hui un petit interview, un petit témoignage. Donc salut les entrepreneurs, salut les investisseurs. Donc c'est Goulven du livre Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros. Aujourd'hui je suis content de vous retrouver pour un nouveau témoignage, comme je vous l'ai dit, pour une nouvelle interview, des gens qui passent à l'action, des gens qui sortent de leur zone de confort. Et aujourd'hui je suis en présence de Damien Esprit Gagnant, c'est ça? Yes, c'est ça. Salut Goulven. Salut Damien, enchanté, content de te recevoir. C'est un plaisir pour moi de venir ici. Interview sur le parcours de Damien, sur sa réussite dans l'entrepreneuriat, sur l'immobilier. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à télécharger mon dernier livre entièrement gratuit. Dans le descriptif, en haut ou en bas, comment acquérir et trouver la bonne affaire avant tout le monde. Et maintenant, on va commencer ce témoignage. Alors Damien, pour ceux qui te découvriraient, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc je m'appelle Damien, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Esprit-Gagnant où j'aide les investisseurs à devenir rentables, à faire des investissements rentable et surtout sécurisé aussi. Donc j'accompagne et j'essaye de donner beaucoup de valeur à toute cette communauté. Donc moi je suis quelqu'un d'assez classique à la base. J'ai pendant très longtemps écouté mes mentors qui sont mes parents. Donc j'avais un schéma de fais tes études, assez long, le plus long possible. Ensuite intègre, gagne un CDI dans la plus grande société possible pour avoir le plus de stabilité. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ensuite tu fonces sur une résidence principale. Tu t'endettes sur 20, 25 ans, c'est pas un problème parce qu'à la fin, tu auras plus de loyer ou de crédit à payer et tu seras un heureux propriétaire. Ton capital voilà, dans 20, 25 ans, donc c'est pas grand chose au final parce qu'on a déjà travaillé 42 ans, donc 20 ans, c'est que la moitié. Donc j'étais parti comme ça. Donc j'ai tout fait bien, hein, belles études, beau CDI, résidence principale, donc gros coup de cœur. Et là, je me suis endetté du coup environ à 40%, je me rappelle plus trop, mais c'était passé en commission parce que je voulais vraiment cet appartement-là, ça me plaisait, ça plaisait à mon épouse, donc on était parti là-dessus. Pas de problème, honnêtement, j'étais super heureux et épanoui dans ce schéma-là, ce qu'on appelle aujourd'hui le métro, boulot, dodo. Moi, ça m'allait bien. Et puis ensuite, j'ai eu la chance d'avoir un enfant, donc pas de problème. À part qu'il a commencé à grandir, donc on lui a laissé notre chambre, on est allé dormir dans le salon. Et là, on a dit, bon, il faut peut-être qu'on commence à aller acheter plus grand. T'as fait ce premier enfant, t'a fait réfléchir par rapport à la suite que tu voulais donner, par rapport à la suite de tes projets. Tu t'es dit que finalement, il y a peut-être mieux à faire que d'acheter sa résidence principale, si je veux voir plus grand, si je veux lui offrir… Je me rendais compte en tout cas qu'avec le chemin que j'avais fait, c'est-à-dire j'achète ma résidence principale, donc environ 40 mètres carrés, c'est génial, mais je suis vite bloqué au final. Tu sais, on fait le truc rapidement, sans trop réfléchir, et puis en fait on se bloque vite. Donc là, avec un premier enfant, tu commences à aller dans le salon, bon, ça te saoule un peu quoi, honnêtement. Et ensuite arrive l'envie d'avoir un deuxième enfant. Et là tu dis c'est juste pas possible. Donc tu fais le tour des banques, tu vas voir les agences immobilières et en fait tu peux rien faire. Tu peux pas acheter plus grand parce que je m'étais endetté, donc en m'étant endetté à 40%, autant dire que je ne mettais pas trop d'épargne de côté. Du coup j'étais un petit peu bloqué. Et là j'ai commencé à me dire que, très honnêtement, très humblement, j'ai commencé à me dire que je devais vraiment faire fausse route. Et j'avais peut-être pas dû écouter les bonnes personnes. Du coup, j'ai commencé à lire un petit peu des livres sur l'immobilier, à voir un petit peu des vrais investisseurs, des gens qui avaient vraiment le profil de l'investisseur et pas l'investisseur de sa résidence principale. Et là, j'ai commencé à voir un truc, je me rappelle, qui était excellent, qui était comment avoir un bien rentable. Tu sais, la mode, tout le monde veut avoir un bien rentable. Alors juste la petite parenthèse par rapport à ce que tu es en train de dire. Voilà, acheter sa résidence principale, c'est pas forcément une mauvaise erreur, loin de là. C'est à vous de voir par rapport au projet que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez construire. Il y en a qui commencent par leur ARP et ça leur va très bien. Faut vraiment identifier dès le début le projet dans lequel vous voulez construire. Si dès le début vous avez identifié que vous voulez vous acheter 2, 3, 5, 10, 15 appartements, acheter votre résidence principale, ça va être compliqué, ça va vraiment vous bloquer par rapport au prêt immobilier. Par contre, si vous avez identifié
comme Damien qui l'a identifié un peu plus tard, comme moi aussi directement j'avais acheté ma résidence principale, bon, c'était un petit studio, enfin c'était un studio, et j'ai identifié qu'en fait en mettant ce studio en location, enfin l'un de mes studios en location, et si je venais à être locataire de ma résidence principale, bah déjà je pouvais passer d'un F4 à un studio, parce que le F4 j'aurais absolument pas pu l'acquérir parce qu'il aurait été beaucoup trop cher. Comme aujourd'hui bah, j'habite à Toulouse dans un 140 mètres carrés que je pourrais absolument pas m'offrir parce que c'est un appartement qui a plus de 500 000 euros, mais par contre je peux y vivre parce que je suis locataire, et du coup bah, je profite de ne pas avoir ce gros crédit de 500 000 euros sur le dos pour continuer d'investir, mais via des petites surfaces ou via des immeubles de rapport, enfin via des sommes beaucoup moins importantes pour continuer à accéder à la propriété, mais en tant qu'investisseur. Donc toi Damien, tu avais commencé en RP, donc tu étais content de ton schéma. Ton schéma aussi, à un moment donné, tu as donné raison, parce que comme je vais te laisser, je vais t'en donner la parole, cette ERP, vous avez fait des travaux. C'est ça, c'est qu'on a essayé de regarder comment faire de ce produit un petit peu toxique. C'est pas méchant, mais c'était un fait. J'avais acheté un produit en fait toxique quelques années plus tard. Comment en faire un bon produit. Donc on a regardé comment faire, et il y a un truc que j'ai regardé, en fait, si on fait des travaux, on me disait que je pouvais revoir l'aménagement intérieur de mon bien et ça pouvait faire quelque chose de pas mal. Du coup un jour on est... un petit upstaging. Voilà, j'ai fait plus, on a cassé tous les murs. Donc on a mis tout ça dans un logiciel de 3D, on a cassé tous les murs. T'as gardé une surface? J'ai gardé une surface et la salle de bain et tout le reste, même les WC. On a tout transformé, donc c'était 47 mètres carrés qu'on a transformé en 48 mètres carrés. Dans 2 pièces, on en a fait un 3 pièces. On a fait un truc un peu cosy au bout du jour. T'as gagné 1 mètre carré? On a gagné 1 mètre carré, alors vu où j'habite, c'est 8 000 € le mètre carré, donc c'est assez intéressant, voire même un peu plus. Et du coup, en 6 mois plus tard, on a fait 150 000 € de plus-value. Donc comme tu le sais, plus-value sur résidence principale, autant dire que t'es pas imposé. T'es pas imposé, donc on a... C'est dans la poche. Voilà, c'est dans la poche. C'est pas forcément facile, on a fait 4 mois de travaux. Donc on est parti, je suis parti revivre chez ma mère pendant 4 mois, avec un enfant, avec ma femme. Mais à la fin, voilà, 4 mois de travaux, 4 mois d'efforts. 150 000 €. Je sais pas si toi tu les gagnes dans ton boulot, mais moi, perso, j'ai jamais gagné ça en étant salarié. Donc voilà, ça c'était le premier pas qui m'a amené vers le fait de me dire que l'immobilier, au final, ça peut quand même être une source de richesse si on le fait dans le bon sens. Du coup, ton erreur, c'est pas forcément une erreur que tu as fait d'acheter ta RP, mais de tes projets que tu as voulu faire par la suite, bah de ce que tu as estimé toi une erreur, tu as réussi à la transformer en bonne opportunité. C'est génial d'avoir des erreurs. Parce que si tu as une erreur et que tu rebondis dessus, c'est une erreur qui est magnifique parce qu'elle va te servir. Donc, moi, je veux faire plein d'erreurs parce que derrière, ça te donne une force pour rebondir. Si tu restes pas au fond de ton canapé, ouais, voilà, n'ayez pas peur, peu importe votre projet, qu'il soit sportif, immobilier, peu importe, n'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est comme ça que vous apprendrez, et c'est comme ça surtout que vous, si on en discutait tout à l'heure, c'est comme ça que vous allez vous rendre conscience déjà que c'est possible, enfin, qu'on peut faire quelque chose. Voilà. Vous avez fait une erreur, vous n'avez pas réussi, mais en tout cas, le fait d'être passé à l'action, vous avez montré à votre esprit que c'est possible, que c'est possible de le faire. Alors peut-être que je l'ai mal fait, peut-être que je me suis mal pris, peut-être que je me suis mal entouré, mais c'est pas grave, vous êtes passé à l'action et vous avez montré à votre esprit que c'est possible de le faire. Après, ce sera à vous de le refaire plus intelligemment, mais encore une fois, tant que vous implémenterez pas tout ce que vous pourrez voir à droite à gauche, tout ce que vous pourrez lire, tant que vous ne passerez pas à l'action, bah, ça ne marchera pas. Et toi, voilà, tu es passé à l'action, tu as vu que tu avais fait une erreur, et de cette erreur, tu l'as transformée, tu en as fait une superbe opportunité. C'est ça, c'est que les livres, les formations, c'est super intéressant et il faut réellement passer par des livres inspirants. Comme celui de Goulwen, il y en a plein d'autres. Goulwen, il est vraiment inspirant parce qu'il permet de voir que quelqu'un, on en parlait, la moyenne, c'est la moyenne, le salaire moyen, donc même... Ouais. Tout juste le salaire moyen. J'étais un peu au-dessus du salaire moyen. Tout juste le salaire moyen. J'étais à 1400 €, 1450 € par mois. J'étais à 1750, parfois un peu plus de 2000 €. Voilà, j'étais un peu au-dessus. Mais voilà, je m'en contentais. Donc ce que j'avais dit quoi? J'avais dit à mon esprit tout simplement, c'est voilà, aujourd'hui, Goulven, tu gagnes 1700 ou peut-être 2000 € par mois. Et j'avais dit à mon esprit, bah voilà, mon esprit était conscient que le salaire moyen c'était 1400 € par mois, donc mon esprit, le fait que moi je gagnais 1700 ou 2000 € par mois, donc j'étais au-dessus de la moyenne. Donc j'étais content, donc je me contentais de ça. Et en fait, j'avais pas ouvert mon esprit, j'avais pas montré à mon esprit qu'il était capable dans cette société actuelle, avec la puissance qu'on a aujourd'hui, avec Internet et compagnie, avec les outils qu'on a, qu'il était possible de gagner 3000, 5000, 10 000, 15 000 €. Et ça, c'est une ouverture d'esprit. Et si ça, vous ne montrez pas à votre esprit, si votre esprit en prend pas conscience qu'il est possible de gagner 2000, 3000, 10 000, 15 000, 50 000 € par mois, bah vous n'irez jamais le chercher. Parce qu'à aucun moment, votre esprit
et conscient que ça existe, et que vous pouvez le faire. Donc la première chose à faire, c'est vous ouvrir, vous entourer des bonnes personnes, vous ouvrir à autre chose que les médias, la société, qui vont faire que vous véhiculer des messages négatifs en vous disant que le salaire moyen c'est 1400 euros, 1500 euros. Ouvrez-vous à d'autres personnes qui vont vous dire que le salaire moyen, nous, dans notre groupe, dans notre business, c'est 5000 euros, c'est 10 000 euros, c'est 15 000 euros. Et votre esprit va commencer à s'apercevoir qu'en fait, c'est peut-être moi aussi, je peux peut-être gagner 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois. Et à partir du moment où vous en avez convaincu votre esprit, que vous l'avez tout simplement montré à votre esprit, il va vous trouver des outils pour le vouloir, pour vouloir quelque chose, parce que vous ne pouvez pas vouloir quelque chose si votre esprit ne sait même pas que ça existe. À partir du moment où votre esprit en aura pris conscience que ça existe, mais il faudra le vouloir pour mettre les bons outils, trouver des bonnes personnes, aller aux bonnes conférences, aux bons séminaires, lire les bons livres et compagnie. Et une fois que vous serez suffisamment formé, il restera la troisième étape, l'implémentation, le passage à l'action pour aller chercher ce que votre esprit vous a montré. Et ça, toi, tout ça, c'est ce que tu as compris au fil des années. C'est ce que j'ai compris qu'en fait, j'étais entouré à un moment de personnes adorables et qui m'aimaient, des personnes bienveillantes, mais des personnes qui me donnaient des conseils dans un domaine qu'ils n'avaient jamais mis en place. C'est comme si j'ai un gars qui me donne des conseils en plomberie, je prends souvent cet exemple, c'est pas un plombier. Au début, il va me donner les conseils, ça va marcher, mais 2 ans plus tard, je vais avoir une fuite. Et en fait, c'est un peu la même image. Ma résidence principale, sur le principe, ça a marché. Mais quelques temps plus tard, j'étais juste bloqué. Donc, ce que j'ai fait ensuite, c'est que je me suis entouré de personnes, comme tu disais, qui sont inspirantes. Des personnes, en fait, quand tu t'entoures de personnes qui ont 5, 10 appartements, bah, si toi, tu as 2 appartements, tu t'aperçois que tu as envie d'aller vers les 10. Maintenant, si tu es entouré de personnes qui n'ont qu'une résidence principale, c'est très bien d'avoir une résidence principale. Mais il ne faut pas avoir que ça, c'est juste ça. Maintenant, si tu es entouré de personnes qui n'ont qu'une résidence principale, tu trouves que ton chemin est normal. Si tu es entouré d'investisseurs, c'est pour ça, là par contre, une petite aparté, je vous recommande quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien, c'est les séminaires. Parce que souvent dans la vie, ce que je fais, c'est que j'essaye de ne pas être d'accord avec 95% des gens dans une salle. Va dans le métro, tu vas dans le métro et tu parles de Robert Kiyosaki. Okay, tu dis qu'il faut épargner 10% de ce que tu gagnes en premier. Les gens ils vont te regarder avec des gros yeux. Tu vas dans un séminaire, tu parles du même sujet, et les gens ils vont dire oui, je suis d'accord, j'ai implémenté. Donc, t'inspirer à aller dans les séminaires avec des gens qui sont un petit peu dans le même état d'esprit que toi, tu vas sortir de là, tu vas avoir une énergie folle pour implémenter les choses. Parce que c'est jamais évident d'implémenter, d'appeler des agents immobiliers. Là, ensuite, quand j'ai acheté ma résidence, j'ai racheté une résidence principale, mais en limitant cet achat, en faisant un prêt immobilier optimisé sur une courte durée avec un taux d'endettement assez faible, pour me permettre de pouvoir faire des investissements immobiliers. Donc derrière, j'ai enchaîné sur des investissements immobiliers. Alors, moi, j'investis pour l'instant. Je vous parlerai du dernier qui est plus en Ile-de-France, mais j'investis en Ile-de-France. Donc c'est très dur, et je vous l'accorde, de trouver du cash flow. On me dit que c'est impossible. Juste, c'est pas impossible, c'est dur. C'est difficile, il faut négocier. Il faut aller vraiment fouiller. Et du coup, j'ai trouvé ce cash flow dans une petite maison qui était divisée en 2 studios à Montreuil, dans le bas de Montreuil, donc à 5 minutes de Paris, qui dégage du cash flow. Donc c'est faisable, c'est très dur, ça demande une négociation. Je t'en parlais tout à l'heure, c'est un dossier qui a duré 1 an. L'agent immobilier, je l'avais croisé au bout de 8 mois, mon dossier il végétait chez le notaire. Il m'a dit, mais Damien, t'as pas abandonné? Je lui dis, bah non, pourquoi j'abandonnerais? En fait, ce que j'ai fait, au lieu d'abandonner, encore, opportunité, échec, opportunité, ralentissement, opportunité. En fait, j'ai renégocié le prêt immobilier et j'ai renégocié le prix de l'appartement. En fait, quand je suis arrivé chez le notaire, un truc qui est formidable, je ne sais pas si c'était déjà arrivé, mais c'est énorme. En fait, j'avais un chèque de l'agent immobilier qui m'attendait. Pour te dire peu les chiffres, j'avais négocié 6 000 euros de commission, le pauvre, il n'avait pas beaucoup. Et sur les 6 000 euros, j'avais un chèque qui m'attendait de 4 000 euros. Donc voilà, j'avais essayé de me servir de ce petit ralentissement pour économiser ça. J'avais renégocié le prêt bancaire, parce que les taux avaient baissé. Voilà, tout petit ralentissement qu'on va avoir dans la vie d'entrepreneur, ou dans l'immobilier, ou dans le sport, ou avec. Il faut en faire une opportunité. Il faut en faire une opportunité et une force. Essayez. Prendre du recul. Voilà, si vous en faites une excuse, voilà. Posez-vous la question, est-ce qu'une fois dans votre vie, le mot excuse, le fait de vous trouver une excuse, ça vous a apporté quelque chose, ça vous a apporté de la valeur, ça vous a permis de concrétiser un projet? Bah non, ce sera zéro. Alors, les excuses, ça vous mènera strictement à rien. Donc même quand vous êtes en échec, de cet échec-là, essayez de trouver une solution, essayez de trouver quelque chose qui va vous faire rebondir. Il n'y a que comme ça que vous allez rebondir. Si vous trouvez une excuse, vous allez vous enfoncer. Vous allez vous enfoncer, vous, avec votre projet. Par contre, si vous changez votre gymnastique intellectuelle et que vous vous cassez la tête, je ne dis pas que c'est facile de trouver une solution. Quand on est au fond du gouffre, et qu'on sait qu'il n'y a que des solutions pour s'en sortir, mais qu'on n'arrive pas à les trouver, c'est sûr qu'il va falloir se casser la tête. Mais encore une fois, dites-vous bien que les excuses ne mèneront à rien.
Donc cassez-vous la tête, ouvrez-vous le cerveau en quatre pour trouver des solutions et vous faire avancer. Toi, donc, pour revenir à ton projet, tu as ta RP, donc ça se passe pas comme tu le souhaites par rapport à ton futur projet. Donc tu revois un peu tout, finalement hop, tu fais des travaux, tu fais 150 000 euros de cash flow. De là, tu mets en place complètement une autre stratégie. Donc déjà, la première chose que tu fais, c'est que tu te documentes, tu achètes des livres, des formations, ceci, cela. Là, tu achètes une maison que tu divises en 2 appartements. C'est ça, ouais. 2 appartements, ça se passe bien, bon, avec les galères, les aléas que tu viens de nous dire. Et après, tu continues. Ainsi, je continue. Tu vois que ça marche, tu as montré à ton esprit que ça marchait, que c'était possible, que tout ce que tu avais pu lire dans les livres ou tout ce que tu avais pu voir des blogueurs, investisseurs, infopreneurs, enfin tout ce que tu veux, tous les gens qui donnent des conseils, qui ont déjà implémenté, tu as montré à ton esprit qu'en fait ça marchait, quoi, c'était possible. En fait, ton esprit il a 2 niveaux. Dans un premier niveau, il écoute BFM et télé. Hein, à la limite BFM Business. Premier esprit. Donc je suis sur le côté négatif. Ensuite, je vais voir dans les séminaires. Je vois ces gars-là qui écrivent des livres, qui font des formations, et c'est pas en fait des fantômes, c'est des gens qui existent. Et c'est pas des menteurs. J'ai eu encore il y a pas longtemps, ils me disaient, mais on me dit des gourous. Des gourous qui en fait, ils te disent des choses, mais ils le font pas. En fait, tu vas voir les mecs, en chair et en os, ils existent, ils sont vraiment là, ils ont vraiment fait des choses. Et là, ton esprit, il dit, mais c'est pas, ce gars-là qui est sur scène devant 300 personnes, devant 1000 personnes, s'il le fait, moi je peux le faire. C'est pas de la jalousie, c'est de la niaque pour y aller. Et je t'assure que normalement, voir des gens qui réussissent, je sais pas chez toi, mais moi, ça me donne un état d'esprit d'aller tout casser, tout réussir. Déjà, ça montre à ton esprit que c'est possible. Et ça montre, en plus, il y a un truc que on contrôle pas toujours. Alors, je suis pas un pro là-dedans, mais on contrôle pas forcément toujours sur subconscient. Il y a des choses, il y a des parasites qui arrivent même dans la nuit, et qui te font perdre ta motivation. Effectivement, là, ton esprit, tu lui donnes une gymnastique. Hein, 30 jours pour une habitude. Tu t'entoures pendant 30 jours de regarder que des vidéos inspirantes, que des formations inspirantes, lire que des livres inspirants. On dit que c'est 30 jours pour donner une habitude à ton esprit. On est la moyenne des gens qu'on côtoie, voilà, le phénomène de l'épigénétique. Demain, toi qui me regardes, bah, je te prends et je te mets avec 5 personnes pendant 1 an qui jouent qu'aux jeux vidéo, qui boivent que de la bière ou ceci, cela, bah, indirectement tu vas finir comme eux parce que tu seras entouré que de ces personnes-là et tu vas discuter que jeux vidéo, que geek, ceci, cela. Par contre, je prends cette même personne et je la mets dans un groupe d'entrepreneurs, c'est que des millionnaires. Pendant 1 an, tu étais entouré H24, 7 jours sur 7 qu'avec des millionnaires, mais même si tu n'es pas câblé entrepreneuriat, à un moment donné, ton cerveau, à force d'écouter des discussions de millionnaires, des ceci, cela, bah, tu vas être câblé comme eux. Tu vas être câblé comme eux et tu vas voir beaucoup de choses différemment. Voilà, après, c'est à toi de vouloir ce que tu veux faire. Tu as un projet d'entrepreneuriat, tu as un projet dans le sport, entoure-toi juste des personnes. Il n'y a pas besoin de s'y entourer 24 sur 24, 7 jours sur 7, mais côtoie un minimum ces personnes qui ont déjà réalisé ce que toi tu veux mettre en place. Ils vont pouvoir te parler de leur réussite, ils vont aussi pouvoir te parler de leur échec, c'est très important pour que toi justement tu ne les reproduises pas. Il y a certaines personnes comme moi, mon projet, il y a plusieurs projets, ça m'a mis l'entrepreneuriat. J'ai mis presque 10 ans pour faire mon projet d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, là je suis en train de faire une formation où je vais tout donner clé en main et la personne qui va regarder cette formation, qui va s'inspirer de mon parcours, moi ce que j'ai fait en 10 ans, si elle a la même motivation que moi, si elle a le même projet que moi, en 2-3 ans elle va le faire son projet, même beaucoup moins. C'est pour ça, faut être intelligent, il faut savoir se remettre en question et voilà. Et toi même, tu as su parfaitement le faire par rapport à ton premier investissement, tu as su te remettre en question, tu as su identifier aussi ce que tu voulais faire, ce que tu étais capable de faire ou non, tu as appris à te connaître et tu as vu que toi tu étais capable d'investir dans 2, 3, 5, 10 appartements. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Je prends toujours l'exemple de mes parents. Mes parents, ils ont acheté leur résidence principale. Moi qui étais à fond dans l'immobilier, j'ai essayé de les tanner pour leur dire maintenant, il est bientôt fini de payer, acheter un deuxième bien, un troisième bien. Mais en fait, j'ai vite senti que c'était pas du tout la bonne chose. Parce que voilà, mes parents, ils n'avaient pas du tout envie de se reprojeter sur un nouveau crédit. Pour eux, c'était un poids, c'était une boule. Et dans ce cas-là, ça sert à rien du tout. Vaut mieux rester avec un seul bien que d'en acheter un deuxième, un troisième et que ça vous pourrisse la vie, que ça vous mette un poids, un stress au quotidien. Ça sert à rien. L'immobilier, l'entrepreneuriat ou vos projets, ça va vous passionner. Ça doit être un plaisir. Si c'est pour que ça vous rajoute un poids dans votre vie, ça sert à rien de les faire. Et il n'y a pas de honte à ne pas acheter un deuxième, un troisième bien. Il faut apprendre à se connaître pour savoir ce qu'on est capable de faire ou non. En tout cas, il faut savoir que c'est peut-être pas le moment tout de suite de le faire parce qu'il y a une étape à ajouter avant d'y aller. Parce qu'en fait, on peut tous être câblés, comme tu l'as dit, à le faire, les 5, les 10 appartements. C'est pas si compliqué parce que techniquement, c'est pas très compliqué. Okay. La première étape qui est importante,
je suis persuadé qu'on est capable de le faire. Derrière, techniquement, honnêtement, c'est pas très compliqué. Les formations, ça te permet juste d'avoir sur une même plateforme une personne qui t'inspire, qui va te mettre toutes les informations au même endroit. Et techniquement, tout le monde est capable de le faire, sur le principe. Ensuite, c'est juste, si on voit que c'est pas le moment, ce que je dis souvent aux gens qui m'écoutent, c'est quand c'est pas le moment, envoie-moi un mail, on va parler 5 minutes et des fois c'est juste une question d'aiguiller les gens pour leur donner la confiance. J'ai exactement le même cas que toi avec ma belle-mère, elle a acheté un appartement il n'y a pas longtemps et je lui dis mais vous avez de quoi acheter un deuxième appartement, foncez. Et j'ai vu à sa tête que ça allait la mettre, là on parle de personnes en plus qui sont un peu plus âgées, ça allait la mettre dans un stress tel, même si je gérais tout pour elle, que j'ai effectivement aussi abandonné ça. Mais l'immobilier, l'effet de levier de l'immobilier, on t'en parle, c'est pas un mythe, ça existe vraiment, l'effet de levier de l'immobilier, c'est faire travailler de l'argent qui ne t'appartient pas et faire payer un prêt immobilier par un locataire ou plusieurs locataires et ensuite dégager une certaine somme qui va te permettre soit de faire des choses pour t'amuser, la satisfaction immédiate, soit d'investir dans d'autres biens, soit de te constituer ton matelas de sécurité. C'est juste magique, c'est mathématique, ça marche. Et je l'ai fait aussi en Ile-de-France. J'ai pas fait les méthodes de ninja de Goulven, pardon. J'ai pas fait ces méthodes de ninja parce que je l'ai pas fait au même moment que lui et que moi je me sentais pas par exemple capable de faire ces méthodes. Il faut faire les méthodes que tu es capable de faire. Encore une fois, je mets encore une parenthèse par rapport à ce que je véhicule dans mon livre, c'est juste mon histoire. Hein. C'est vraiment juste mon histoire, parce que les mecs ne comprennent pas du tout. C'est vrai que dans le livre, je fais une petite parenthèse par rapport à mon livre, où j'ai quelques critiques dans les commentaires Amazon. Alors je kiffe les critiques, hein. Donc vous continuez à m'en mettre, ça va pas me perturber. Mais quand je vois les critiques, il y en a certaines qui sont très constructives. Il y a vraiment des critiques qui sont super chouettes à lire, mais il y en a d'autres, il y a des critiques où c'est vraiment le reflet de la personne qui a lu mon livre. Je vais vous citer des exemples de critiques. Il y a des gens déjà, ils achètent mon livre, ils voient la couverture, comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros. Il y en a intellectuellement, ils sont câblés comme ça, et c'est la société elle est tellement puissante sur eux, c'est qu'ils ont le livre dans les mains, ils se disent, il y a une arnaque, ok, je vais quand même l'acheter, je vais le lire, ils vont le lire en essayant de chercher l'arnaque. Alors, ils lisent une page, tiens c'est motivant, c'est inspirant, et là dès qu'ils ont pointé le doigt sur l'arnaque, sur une petite falsification, sur quelque chose que j'aurais pas dit, l'arnaque elle est là, c'est ça, il a triché, donc en fait, et après ils s'inspirent même plus, après les pages suivantes, il y a sûrement du super contenu à prendre par rapport à l'état d'esprit, par rapport à mes investissements, mais ils sont tellement restés focus sur dire ce livre c'est une arnaque, qu'ils vont lire ce livre en cherchant une arnaque, au lieu de chercher tout ce qui est bon à prendre et à implémenter pour leur futur projet. Et les critiques négatives que j'ai, c'est ça. Et la personne qui lit ce livre, qui interprète mon livre de cette manière-là, elle va interpréter la vie de la même manière. Et elle va se planter toute sa vie. Elle fera jamais aucun projet parce qu'elle sera continuellement dans la recherche. Elle le fera sur tous les domaines. Hein. Dans tous les domaines, elle fera dans tous les domaines. Donc faut vraiment être bien câblé, faut s'intéresser, lisez, documentez-vous, inspirez-vous des gens qui ont réussi ou non, et après faites piocher et... Je sais pas si tu connais la notion du bon sceptique. On dit, moi je dis à tout le monde à chaque fois, ne me crois pas sur parole. Ne crois rien de ce que je te dis sur parole. Je l'ai fait, donc je pourrais te dire fais-le. Non, par contre, sois un bon sceptique, pas un mauvais sceptique. Le mauvais sceptique, c'est la critique comme tu as reçu. C'est le gars, il cherche juste. De toute façon, c'est pas possible, c'est une arnaque. Il a écrit un livre pour se faire de l'argent, il a jamais investi un euro dans l'immobilier. Je vais trouver le truc qui fait que c'est une arnaque. Que j'ai raison. Voilà. Le bon sceptique, il fait quoi? Il dit, ok, c'est une arnaque son truc, mais je vais lire le livre parce que. Donc il va lire le livre, il va potentiellement trouver des choses, il va faire quoi? Il va avoir le courage de contacter par d'autres auteurs et lui dire, sur cette partie-là, comment tu as fait exactement? Je suis pas d'accord. Ça, c'est le bon sceptique. Le bon sceptique. Franchement, ça aide dans la vie de ce côté-là, mais pas que pour l'immobilier, pas que pour l'entrepreneuriat, dans tous les domaines. Un bon sceptique, tu testes. Et quand tu testes, des fois tu vas dire tu vas être d'accord, des fois tu vas pas être d'accord. Mais au moins tu vas te donner la chance d'essayer un concept. S'il y a un truc à retenir, parce que c'est d'être un bon sceptique dans tous tes domaines. Non, mais je suis complètement d'accord, c'est vraiment inspire-toi de tout le monde. Et ne va pas chercher uniquement les gens qui ont 5, 10, 15, 20 appartements. Moi aujourd'hui, par rapport à mes années d'expérience, j'ai la force, et ça c'est ma force, de m'inspirer de tout le monde. Demain, je vais peut-être discuter avec un novice qui en a son premier investissement, mais comme mon premier investissement, ça fait plus de 10 ans que je l'ai fait, il va peut-être me remémorer certains trucs, m'apprendre un état d'esprit, m'apprendre un petit mindset, m'apprendre une petite stratégie que moi je n'avais jamais mis en place. Et en fait, quand je discute avec quelqu'un d'entrepreneuriat, moi mon challenge, c'est de creuser en lui
à la fin de cette discussion, il faut que je trouve quelque chose, il faut qu'il m'apporte quelque chose. Il ne faut pas que je perde. Le temps c'est de l'argent. Et je te jure, quand je discute une demi-heure, 45 minutes avec quelqu'un, je vais creuser, je vais me casser la tête en deux pour essayer de trouver quelque chose, ou peut-être une piqûre de rappel. Peut-être que cette personne va me faire une piqûre de rappel sur quelque chose que je connaissais, mais que j'avais tout simplement oublié. Et toutes ces discussions que j'ai avec les uns et les autres, bah, en fait, je prends la force de tout le monde, et cette force après, bah, je peux la transmettre à toutes les personnes avec qui je discute. Et c'est ça qu'il faut faire. Ne jugez pas la personne que vous avez en face de vous. Ah mais c'est un débutant, il va rien m'apprendre. Vas-y, ça me saoule de discuter avec toi. Non, c'est sûr que si tu pars comme ça, tu n'apprendras rien. Et ça se trouve, tu seras obligé de discuter avec lui parce que ce mec, il va te tenir la jambe, il va te prendre de ton temps. Donc, le fait qu'il te prenne la jambe, qu'il te prenne de ton temps, bah, faisons une force, encore une fois, faisons une force et trouve quelque chose à prendre de cette discussion, à prendre de lui. C'est tout à fait ça. Il faut vraiment, il faut aller apprendre et puiser dans chaque personne. Ouais. Il y a toujours à apprendre quelque chose. De toute façon, très honnêtement, hein, si tu vas snober celui qui a moins d'appartements que toi, de toute façon, tu vas pas avoir le courage d'aller voir celui qui a plus d'appartements que toi. Parce que, encore une fois, c'est du câblage. Et du coup, en fait, si tu as 5 appartements, ce qui est déjà. Mais si tu as 5 appartements, tu as déjà un câblage qui ne devrait pas être tout à fait là-dessus, normalement. Mais si jamais tu as ce câblage, ce truc un peu négatif, tu vas aller voir des gens qui sont comme toi. Parce que tu vas pas oser aller voir ceux qui sont au-dessus et tu vas prendre de haut ceux qui sont en dessous. Et ça va te rassurer d'aller voir quelqu'un qui n'a pas réussi. Parce qu'il sera comme toi et voilà. Ça va te conforter dans tes excuses, ça va te conforter dans le fait que ouais, c'est pas possible, tu as raison, toi aussi tu n'as pas réussi. D'accord. C'est plus facile parce que à aucun moment ça te permettra de sortir de ta zone de confort. Et c'est vrai que dans sa zone de confort, on y est bien. Et pour en revenir à nos boutons, donc toi, tu t'es recablé, tu t'es documenté, formé, donc tu achètes ta maison que tu divises en deux, tu rachètes un bien à Villeurbanne, c'est ça? Non, à l'email d'abord, à l'email Brabant, donc c'est dans l'île de Brosse. Tu achètes quoi à l'email? À l'email, à 3 pièces, ça va arriver dans le Grand. Enfin, je sais pas si tu connais le Grand Paris, donc ça va arriver pile poil à un bon endroit dans le Grand Paris. Un petit exemple là-bas, parce que j'aime bien déléguer. Je suis pas fainéant, mais j'aime pas faire ce que je connais, ce que je maîtrise pas bien. Donc les travaux, j'aime pas ça parce que je maîtrise pas. Du coup, j'ai délégué, et je t'en parlais tout à l'heure. Comment déléguer les gens ils veulent tout contrôler. Donc j'ai environ 10 000 € de travaux. Ça va me permettre d'augmenter la valeur locative du bien d'environ 90-100 €. Je sais pas encore exactement, là il est en train d'être fini. J'ai fait des études. Donc tu mets 10 000 €, tu les fais financer par la banque, bien sûr. Et du coup derrière tu fais 90-100 € pendant minimum d'augmentation du loyer pendant toute la durée où tu vas l'avoir en location. Voilà un petit exemple de choses, ça je l'aurais jamais fait avant. En fait, 1 000 € par an. Voilà. C'est multiplié par le nombre de biens. Voilà. Et par rapport au fait que ça va me coûter une trentaine d'euros supplémentaires dans mon prêt, ou 40 €. Ça par exemple, je ne l'aurais pas fait sans avoir été écouté, parler avec des gens qui étaient passés par là. Okay, je me serais dit non, les travaux, déjà je les limite au minimum, je fais le minimum de travaux, alors que non, ton locataire, moi quand je vais voir mes locataires, je leur demande est-ce que vous allez bien? Parce que je veux, par exemple, c'est une digression mais qui est super importante pour moi par contre. Si tu veux, on parle souvent de loyer impayé et compagnie. Il n'y a pas de miracle, ça peut arriver, mais quand même, si tu loges bien tes locataires, si tu les rends heureux, derrière, tu limites d'une certaine manière ce problème de loyer impayé. Moi je vais voir mes locataires, et de temps en temps, je vais les voir et je leur dis mais est-ce que ça va? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Est-ce que je peux améliorer quelque chose? Il y en a un qui m'a demandé la fibre. J'ai dit la fibre, ça va te rendre heureux si tu as la fibre dans ton appartement. Mais aucun problème. Tu fais juste attention au technicien quand il arrive avec sa grosse personne là, qui ne casse pas tout. Mais pas de problème. Donc, on offre un service. Des expressions mais super important. Il faut faire ce qu'on aime. Il faut aller dans un logement. Il faut donner un logement où on se verrait habiter. Oui, bien sûr. Donc là, les travaux, juste pour dire par rapport à ça, avant, avec mon ancien truc, j'aurais fait le minimum de travaux pour que ça coûte le moins cher possible, que ça finisse le plus vite possible. Non, là, j'ai changé, j'ai fait un truc bien. C'est pratiquement remise à neuf de l'appartement. Et là, je sais que des locataires, ils vont bien s'y retrouver. Et s'ils se trouvent bien, ça peut arriver, mais normalement, l'histoire des loyers impayés, ça devrait vraiment être limité. Ça devrait se limiter à un vrai problème de vie. Le delta imprévu va diminuer, bien sûr. Donc on peut, et ça c'est en se formant, honnêtement, je ne le savais pas tout seul. Hein. J'ai écouté, j'ai entendu, j'ai posé des questions aussi. C'est pas des gens intouchables. Tu poses des questions, maintenant, c'est magnifique, ça, les réseaux sociaux. On peut se faire un live le samedi matin, tranquillement. Vous apportez et on discute. Vous apportez du contenu, vous donnez à réfléchir. Après, vous prenez ce que vous prenez ce que vous jugez bon à prendre. Et après, vous en faites votre recette après. Dites-vous que, juste quand tu fais de l'immobilier,
à la base, tu achètes plusieurs biens, il y a des galères de temps en temps. Donc si tu le fais, c'est vraiment qu'à un moment, tu as une certaine passion pour ça. Tu aimes ça. Il faut être passionné. Moi, quoi qu'il arrive, tu auras des galères. Moi, c'est la j'adore faire passion ça. qui va faire que tu vas remonter la pente. Donc c'est des gens qui aiment aussi partager. Et si on fait cette activité pour ces vidéos, c'est pour partager, pour vous donner, en fait, tout ce qu'on a. Moi, ce que je dis toujours, c'est je donne ce que j'aurais aimé avoir au début quand j'ai commencé. Ah, bien sûr. C'est juste ça. C'est de l'authenticité. Ce que je sais pas, je te le dis pas. Point barre. Comme ça, c'est calé. Hein, je vais pas te parler de la loi de finances 2018 dans le détail. C'est pas mon métier. Tu vas avoir un fiscaliste par exemple. Il y a plein de questions là-dessus, je sais pas si tu te reçois, mais sur comment les travaux 2018, est-ce qu'il faut les faire enfin, tu as des gens, tu as des professionnels là-dessus. Il faut aller les voir. Il faut s'entourer, toujours, comme on dit, des bonnes personnes. Donc, j'ai fait cet appartement, il est en train d'être fini, donc il va être mis en location normalement d'ici 2 semaines. Tu es passé, alors pour revenir aussi un peu nos moutons, donc par rapport à ta RP, par rapport à ton premier investissement, là, ton deuxième investissement, parce qu'il y a le financement qui est intéressant. Tu es passé par le même organisme bancaire, comment tu as fait pour faire financer tes biens? Parce que c'est bien beau de dire, j'ai acheté 2, 3, 5, 10 appartements, mais justement par rapport au financement. C'est le financement aussi qui intéresse les internautes. Comment tu as fait pour financer tout ça? Alors, je t'en ai parlé pour raison principale, j'ai essayé de prendre la durée la plus courte. Donc j'ai eu des taux, des taux très bas, du coup. Pas une grande négociation sans raison principale, j'avoue. Et ensuite, sur les investissements locatifs, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé avec un. Là, j'ai commencé, donc j'avais appris, donc j'ai commencé à travailler un dossier. Hein. Tu vas pas voir ton banquier en lui serrant la main en lui disant je veux 200 000 euros par exemple. Moi, en tout cas, là où avec mon banquier, ça l'aurait pas fait. Donc tu arrives avec un dossier avec toutes les pièces justificatives. Donc aujourd'hui, tu peux pas dire que tu sais pas les pièces à donner pour un prêt. Tu fais 2 minutes sur Google, tu connais toutes les pièces. Donc tu arrives avec ça. Google, il sait tout. Ouais, c'est ton meilleur ami. Et l'avantage, tu arrives avec ça et ton banquier, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir, dans la semaine, il va peut-être avoir 3 demandes de prêt ou 4 demandes de prêt avec des personnes. Il y en a 3 qui vont dire monsieur le conseiller, je voudrais un prêt de tel montant et tout ça. Et toi, tu arrives avec un vrai dossier. Qu'est-ce que, d'après toi, le banquier, il va penser de ton dossier? Il va vouloir le traiter. En plus, tu le séduis, le banquier. Donc, moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que je lui. Je sais pas si ça se dit la carotte, mais. Je lui mets un petit peu d'épargne potentielle que je vais réaffecter chez lui. Une carotte au bout. Voilà. Pour... une arnaque, une carotte. Voilà, ce que je veux dire, c'est que le banquier, juste un petit mythe qu'on retire, je me permets de le faire, il ne gagne pas d'argent sur le prix immobilier. C'est du gagnant-gagnant. Voilà. Il va gagner sur tout ce que tu vas ramener à côté. Alors, ok, donc une assurance d'habitation où tu vas payer 20 euros de plus sur une année. Parce que tout l'épargne que tu vas lui ramener, tu lui ramènes 30 000 euros, lui il est content parce que ces 30 000 euros, il va s'en servir. La banque va s'en servir pour faire ses propres investissements. Tout à fait. Donc ils sont contents d'avoir de l'argent. Si tu leur apportes rien. Alors ils sont contents d'avoir de l'argent et deux, il ne faut pas oublier que les conseillers sont quand même des commerciaux, ils ont des chiffres à faire. Et du coup, le PEL supplémentaire que tu vas ouvrir chez eux, ok, un PEL c'est qu'à 2%, mais lui ça va lui faire plaisir et tu vas gagner un petit truc sur ton prêt, sur tes conditions. Donc toujours le petit, dans mon document, j'avais commencé à travailler comment faire. Donc dans le document, toujours le petit paquet carotte, l'épargne. Après tu te présentes et en fait tu fais la différence. C'est-à-dire que ça, il y a. Oui, on est quelques-uns, on le fait, toi tu le fais, je suppose. Mais au final, quand tu vois le nombre de personnes qui va le faire au niveau des banques classiques, il y en a très peu. Donc tu arrives avec ça, et du coup tu commences à négocier. Et en fait, tu n'as pas besoin, bizarrement, pour ce prêt par exemple, j'ai pas eu besoin de beaucoup négocier pour avoir ce que je voulais. Parce que le dossier est bien ficelé, parce que j'avais un petit peu d'histoire dans cette banque aussi. Aussi, c'est pas des conseillers, c'est pas des machines. On peut avoir une relation, on peut instaurer une relation sympa avec eux. C'est des êtres humains derrière. Donc quand ils vont prendre la décision de valider ou de demander à leur directeur de valider, il y a de l'humain. Donc si on les prend de haut par exemple parce que c'est juste des conseillers qui ne comprennent rien à l'investissement, tu l'auras en retour. Ils vont te dire que la phrase de classique c'est que le directeur a dit non, je ne monte pas le dossier parce que c'est pas des gens qu'on prend de haut. On va les voir, donc avec un dossier sérieux, avec toutes les pièces. Et pour ce prêt, ça s'est passé assez vite. Ce qui est intéressant, c'est le dernier prêt que j'ai fait. Donc là, je suis en train de monter une colocation à Villeurbanne. Donc là, c'est ton troisième investissement. Oui, c'est ça, parce que du coup, le premier, il y en a eu deux d'un coup. Mais oui, c'est le troisième. Donc pour en venir au prêt, donc tu es passé par la même banque. Là, je suis passé par la même banque. Et pour donc les 150 000 euros que tu avais eu de plus-value de ta RP, pour avoir. Tu les as réinjectés? Comment tu as fait? Alors, c'était quoi ta stratégie? Alors, les 150 000 euros de plus-value, je les ai réinjectés dans ma RP. D'accord, donc tu as racheté un appartement après? C'est ça, j'ai racheté un appartement, une RP, avec un prêt vraiment réduit, comme je disais tout à l'heure. Et là, je les ai réinjectés dedans. Parce que, dans ma vision en tout cas,
c'est la résidence principale. Si on décide d'aller vers la résidence principale, il faut qu'elle soit derrière nous le plus vite possible. Donc, le prêt le plus court, c'est que ça rembourser le plus rapidement. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'effet de levier. Voilà, dans ma stratégie, c'est comme ça. Et, et je limite mon apport dans les autres appartements. En tout, là, sur mes 3 biens, je dois avoir 600 700 000 euros de prêt. J'ai dû mettre en tout 5 000 euros, 5 000 ou 10 000 euros. D'accord. En cumulé sur l'ensemble des prêts. Les frais de notaire, tu les avais financés. Il n'y a qu'un seul bien où j'ai payé les frais de notaire. D'accord. Le bien à Limay-Bréval, parce que c'était un petit montant. Et j'avoue, très honnêtement, je suis passé par une banque en ligne, donc les banques en ligne, elles aiment souvent, c'est celle où j'allais, mais je crois que de manière générale, il faut payer les frais de notaire. Voilà. Pour ceux qui veulent contourner les frais de notaire, pour ceux qui n'arrivent pas à avoir des prêts à 110%, voilà, bon, je ne vais pas faire un cours dessus, mais il y a une technique. Voilà, pensez à l'acte en main. Voilà, l'acte en main. On ne va pas faire un cours dessus aujourd'hui, c'est pas le sujet c'est le parcours de Damien, mais pensez acte en main. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui seraient motivés, vous demandez à Google, c'est ça, l'acte en main, vous trouverez. Ou vous demandez à la meilleure des chaînes de télévision, à YouTube. Ouais. YouTube, acte en main, vous aurez tout le tuto. Et je suis en train de préparer une vidéo là-dessus, d'ailleurs, sur les techniques ce sera la semaine prochaine, la semaine d'après, qui sera publiée, sur les techniques pour investir sans apport. D'accord. Et ça fait partie, voilà, l'acte en main. Ça fait partie. En fait, pourquoi? Juste une seconde, juste. C'est juste que la banque, elle n'a pas de problème pour prêter de l'argent, mais elle veut juste être sûre d'avoir un remboursement. Ok, donc si tu empruntes 100 000 euros, si ton bien coûte 100 000 euros, la banque, elle se dit que dès le premier jour, tu peux avoir un impayé et du coup, ils peuvent devoir revendre ton bien. Du coup, ils ne te prêtent pas les frais de notaire parce qu'en fait, pour eux, c'est du coup de l'argent qu'ils ne récupéreront pas si jamais il y a un problème dès le début. C'est tout simplement pour ça. C'est la couverture du risque. D'accord? Ils se prennent pas trop la tête, même si tu leur dis, comme toi, tu as fait de super affaires régulièrement, mais si tu leur dis j'ai acheté à 50 000, mais ça vaut 80 000, la banque n'en a rien à faire. C'est un robot. Pour le coup, là, c'est un robot. Elle prend 50 000, donc elle veut se couvrir sur les 50 000. Et la banque en ligne, comme tu rentres dans des automates de décision, il y a beaucoup moins d'humains au début, en tout cas. Elle ne se prend pas la tête, il n'y a pas les frais notaires. Donc pour ce bien-là, j'ai payé les frais notaires, mais dans ma stratégie, ça m'allait bien pour ce bien. Et du coup là pour le troisième bien, voilà, c'est une colocation. Donc, tu passes aussi par le même organisme bancaire ou tu passes Je passe par le même organisme bancaire, mais je les ai mis en concurrence avec la banque en ligne, parce que pour le deuxième bien, pour les mails, j'étais passé par une banque en ligne. Du coup j'ai fait rapidement, j'aime bien, ça évite, ça me fatigue les échanges avec les banques. C'est vrai que c'est chronophage et comme tu as dit, le temps c'est de l'argent. En tout cas du coup, moi je préfère utiliser mon temps pour investir sur moi et faire d'autres choses. Donc je fais vite ma stratégie là-dessus, c'est assez simple. Je fais vite une simulation et j'ai vite un accord sur une banque en ligne. Donc il faut avoir un bon dossier par contre. Je parle je ne sais pas si tu en as déjà parlé, mais voilà, on a tous un scoring. Ouais, bien sûr. Ouais. Si tu n'as pas un bon score, les banques en ligne, tu peux oublier parce que ils vont te mettre de côté très vite. Mais si tu as un score plus correct, tu passes pour la banque en ligne, tu as une acceptation avec un taux, normalement ils ont des taux assez bons. Ouais. Et par contre, ils ne financent pas les frais de notaire. Et tu vas voir ta banque classique et tu leur dis voilà, vous vous alignez. Et tu leur dis bien sûr pas qu'ils ne payent pas les frais notaires, donc tu leur demandes un financement à 110%. C'est ce que j'ai fait pour mon dernier prêt, et du coup ça a bien marché puisque ça plus du lissage, j'ai eu même un taux inférieur à la banque en ligne. Voilà. Donc c'était nickel, ça a demandé un peu de négociation, parce qu'on m'a mis un peu la pression, donc j'ai remis la pression, j'ai fait un peu de bluff. T'es pas marié avec une banque, c'est ce que je dis, souvent c'est une histoire d'amour, comme une histoire d'amour avec la banque. Et comme tu n'es pas forcément marié, tu peux changer, donc il faut lui montrer que tu peux aussi changer. Donc là, c'est ta dernière acquisition que tu as faite. C'est ça. Donc pour en revenir, pour résumer tout ça, tu as acheté ta RP, tu as fait une grosse plus-value de 140 150 000 euros, tu as racheté une deuxième résidence principale où là tu as pris le crédit le plus court possible, puis tu as fait une première opération d'investissement immobilier, puis une deuxième, puis une troisième. C'est ça. Et aujourd'hui, tes projets à court moyen terme, tu comptes continuer? Comment tu vois l'avenir par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à tes prochains investissements? Au niveau de l'investissement, c'est assez simple. Quand je monte un projet, je fais en sorte de toujours pouvoir en faire d'autres derrière. Donc j'optimise mon projet, ça c'est un petit conseil aussi. Tu es content, tu as fait ton projet, puis tu ne l'optimises pas, et en fait tu t'aperçois que tu ne peux plus rien faire derrière. Attention à ça. Essayez de toujours d'avoir. Moi, quand je monte un projet, je regarde combien l'argent, la banque peut encore me financer sans négociation particulière, sans rentrer dans les dérogues et compagnie. En gros, la banque, juste elle te finance à 40%. Si tu as des revenus assez corrects, elle peut monter sur l'investissement locatif à 40% sans t'embêter.
il y a le reste à vivre à voir aussi. Il y a le reste à vivre, voilà. Une personne peut être endettée même à 50% s'il lui reste 20 000 euros de plus de reste à vivre. Même sans aller dans les chiffres comme ça, s'il lui reste 5 000 euros de reste à vivre, le dossier est complètement différent. Sur l'investissement locatif, elle va pas mal regarder ton reste à vivre. Et aussi, elle va regarder, c'est ce que j'ai fait dans ma dernière acquisition, je dis, attendez, moi j'ai envie de continuer à travailler avec vous, regardez ce que je fais, regardez mes relevés bancaires sur les biens que j'ai. Vous voyez bien que quand j'achète un bien, c'est réfléchi, c'est sérieux. Là, tu montres à la banque que tu es différent des autres. C'est très bien le Pinel. On peut en parler là, mais voilà, tu es différent quand même de celui qui va acheter un Pinel avec sa résidence principale. Vous voyez ? On va finir cette interview justement pour ceux qui sont qui commencent dans l'investissement, qui commencent dans l'entrepreneuriat, pour les Goulven, les Damien il y a 10 ans. Est-ce que par rapport à ton parcours, par rapport aux galères que tu as rencontrées, par rapport à toutes les remises en cause que tu as pu faire par rapport à ton projet immobilier, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer justement pour lui faire gagner quelques années, ou quelqu'un qui a peur de se lancer, quel conseil tu lui donnerais? Je dirais de trouver un livre inspirant. Il y a le mien. Par exemple, une formation, ou si tu n'es pas prêt parce que tu dis que c'est trop d'argent, pas de problème, tu peux trouver quelques tutos, sur quelques explications sur YouTube, et surtout derrière, tu es focus sur une stratégie. Sur un projet. Sur un projet, et à l'intérieur du projet, tu arrêtes de me parler de fiscalité, de parler de ceci, de est-ce que tu as une SCI, tu regardes, tu te focuses sur une ville, voire sur un quartier, et à l'intérieur de ça, tu étudies le marché, il y a des sites super où tu peux vite voir s'il y a une tension locative importante ou pas, et tu focuses, et là par contre tu fais une attaque massive du marché. Donc ça c'est quelque chose que tu peux faire. Là on va finir le live, tu le fais maintenant, on est samedi, tu vas sur le Bon Coin, tu vas sur Google, sur tensiomètre locatif, tu regardes une ville, voire un quartier selon la taille de ta ville, et tu fais le tour des agences immobilières et tu attaques massivement ce quartier, et tu fais un autre truc à côté, c'est juste t'arrêtes d'écouter pendant un petit temps, tu leur dis, c'est pas méchant, tu leur toutes ces personnes bienveillantes mais un peu toxiques pour toi dans tes projets, si tu veux vraiment te lancer. Pendant un moment, on le fait tous, tu leur parles, tu parles pas avec eux de ce genre de projet. Parce qu'ils vont te mettre un mindset négatif, et il n'y a rien de pire pour commencer dans quelque chose que de commencer avec un mindset négatif. Il vaut mieux commencer avec un esprit gagnant. Et c'est une vérité, si tu commences avec cet esprit-là, c'est ce que tu as dit pendant enfin, si tu commences avec cet esprit-là, c'est bon. Et là, en fait, tu vas être lancé après le live, tu vas dire, là, je vais sur le Bon Coin, je vais regarder. Il y en a un qui va te parler, et qui va te parler du match de foot d'hier soir, ou je sais pas trop. Et en fait, tu vas repartir dans ton truc. Essaye d'être focus. Pendant un temps, tu te dis, voilà, pendant une semaine, je suis focus, je regarde les annonces, j'appelle, je commence à appeler. Je me fais une checklist. Si tu n'en as pas, tu en trouves facilement. Tu fais une checklist des questions à poser. Tu appelles, tu vas visiter. Et si tu vois un truc, tu fais une offre agressive. On va pas faire une vidéo là-dessus, mais tu te bouges là-dessus en étant juste focus. Si tu décides d'aller dans l'investissement immobilier, tu décides pas de commencer peut-être un sport en même temps. Enfin, tu essayes d'être focus sur une action. Bon, en tout cas, j'espère que le parcours de Damien vous a inspiré, vous a donné à réfléchir. J'espère que cette interview, ce témoignage vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouveaux témoignages, pour de nouvelles interviews, des gens qui passent à l'action, des gens qui réussissent. Si ce n'est pas encore fait, je te fais un dernier rappel sur la description en haut ou en bas. Donc il y a mon livre, mon dernier e-book, près de 60 pages, entièrement gratuit, je te l'offre. Trouver, acquérir la bonne affaire avant tout le monde. Il y a vraiment des pépites dedans, il y a vraiment plein de bonnes choses. Donc voilà, si tu veux commencer à te mettre à l'immobilier, déjà commence par télécharger ce livre qui t'est offert. Regarde-le, il se lit vraiment facilement. En une après-midi, tu auras largement le temps de le lire, et ça pourra te donner à réfléchir ou te mettre le pied à l'étrier pour tes futurs projets. En tout cas, j'ai été content de te retrouver. Mets un petit pouce, like cette vidéo. Yes. N'hésite pas à la partager, à la véhiculer à toute ta famille, tes amis, tes proches qui auraient envie de se lancer. Et moi, je te retrouve rapidement pour de nouveaux témoignages. Bye bye. Ciao, ciao.